lésions ligamentaires de genou. On va voir une introduction, un petit rappel anatomique. C'est quoi le pivot central? Quels sont les ligaments latéraux? Quel est le mécanisme lésionnel? Comment on fait un diagnostic? Comment on fait l'examen clinique? Les examens complémentaires et comment traiter une lésion ligamentaire de genou. Alors tout d'abord, la lésion ligamentaire de genou, c'est une pathologie très fréquente, surtout chez le sujet jeune sportif. Alors c'est l'apanage de sujets jeunes sportifs. Touche beaucoup plus le sexe masculin et beaucoup plus les sports de pivot. Les sports de pivot, c'est-à-dire où il y a beaucoup de rotation. Donc un petit rappel anatomique, le genou c'est quoi? Le genou c'est une grosse articulation. C'est une articulation portante, non congruente. Alors c'est quoi l'articulation congruente? C'est comme l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche, vous avez le cotyle et vous avez la tête fémorale. La tête fémorale rentre dans le cotyle, d'accord? Ce qu'on appelle articulation congruente. Par contre, le genou, non, c'est une articulation non congruente. Au niveau du genou, il y a des éléments osseux, il y a des éléments capsulaires, il y a des éléments ligamentaires. Tout d'abord, les éléments osseux, on a les deux condyles fémoraux, les deux plateaux tibiaux. Le rôle des ménisques, on a aussi les ménisques. Le rôle des ménisques, c'est l'augmentation de la congruence. L'augmentation, c'est-à-dire de contact entre les deux condyles fémoraux et les deux plateaux tibiaux. On a les éléments de stabilité. Les éléments de stabilité, c'est la capsule ligamentaire. Chaque articulation dans le corps possède une capsule articulaire. Donc, on a la capsule articulaire, on a les ligaments, on a les muscles, les tendons périarticulaires. D'accord? Maintenant, c'est quoi le pivot central? Alors les amis, le pivot central, c'est simple, c'est le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Ces deux ligaments sont très importants, d'accord, dans la stabilité du genou. S'il y a un problème, s'il y a une lésion de ces deux ligaments, il y a la notion de dérobement. La notion de dérobement, c'est l'absence, tout simplement, c'est l'absence de stabilité. C'est-à-dire il y a un problème de stabilité de genou. Lors de la marche, lors de la montée des escaliers, lors de l'activité sportive, il y a un problème de stabilité. Donc je répète, LCA, LCP, c'est le pivot central. Ce sont les deux ligaments sont des ligaments intra-articulaires. Les deux ligaments n'ont pas une cicatrisation spontanée. Donc j'explique. Si vous avez une lésion ligamentaire et cette lésion, il y a un contact entre les deux bouts du ligament, il y aura une cicatrisation. D'accord? Il y aura une cicatrisation grâce à l'immobilisation. Par contre, au niveau du LCA, au niveau de LCP, il n'y a pas de cicatrisation spontanée. Pourquoi? Parce que les deux ligaments sont intra-articulaires. Ils sont tendus. Donc, une fois il y a une rupture de ces deux ligaments, il n'y aura jamais de contact entre les deux bouts lésés. C'est-à-dire, il y aura pas de le fait qu'il n'y a pas de contact, c'est-à-dire il n'y a pas de cicatrisation. Et deuxième cause de l'absence de cicatrisation, c'est que le LCA et LCP ont une vascularisation très précaire. Et si on a une vascularisation précaire, alors la cicatrisation spontanée est impossible. Alors maintenant, on va voir les caractéristiques du ligament croisé antérieur. C'est un ligament qui est oblique,
qui est intra-articulaire. Son rôle, c'est de freiner la translation tibiale antérieure en extension. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il empêche le déplacement du tibia en antérieur. Tout simplement, il freine la translation tibiale antérieure. Il a une vascularisation précaire, pas de cicatrisation spontanée. Concernant le LCP, c'est un ligament oblique. Son rôle, c'est d'empêcher la translation tibiale postérieure en flexion. On a aussi le ligament latéral interne et le ligament latéral externe. Le ligament latéral interne et le ligament latéral externe, lorsqu'il y a une lésion à ce niveau-là, il y aura une cicatrisation spontanée. Pourquoi? Parce que les deux bouts, lorsqu'il y a une lésion, il y aura toujours un petit contact. S'il y a le petit contact, il y aura une cicatrisation. D'accord? Et le ligament latéral interne et latéral externe sont des ligaments extra-articulaires. Maintenant, on va voir une structure aussi très importante, c'est ce qu'on appelle papille et papeux. Papille, c'est quoi? C'est le point d'angle postéro-interne. Et le papeux, c'est le point d'angle postéro-externe. D'accord. Au niveau du genou, au niveau de la face postérieure du genou, il y a deux points. Un point qui est en interne, ce qu'on appelle le papille, et un point en externe, ce qu'on appelle le papeux. Alors, ce sont des zones de renforcement. Ce sont des zones très solides de renforcement. Le point d'angle postéro-interne et le point d'angle postéro-externe. Leur rôle, c'est l'augmentation de la stabilité du genou. Alors, c'est ce point d'angle postéro-interne, la zone de renforcement. Cette zone est composée de la coque condylienne interne, le ménisque interne et le ligament postéro-interne. Maintenant, le rôle de papille, c'est la stabilisation médiale du genou. Le rôle de papille, c'est la stabilisation médiale du genou. Il freine la rotation externe, il freine le recurvatum. Le recurvatum, c'est en quelque sorte, c'est l'hyperextension du genou. D'accord? Il freine, d'accord? Le recurvatum, il empêche l'hyperextension du genou et il freine aussi la rotation externe du genou. Rotation externe, c'est le papille, le point d'angle interne. D'accord? Maintenant, on va voir le papeux. Le papeux, c'est quoi? Il est de la superposition, si on peut dire ça, de trois éléments. C'est la coque condylienne externe, le ménisque externe et le ligament postérolatéral. Il donne une stabilité latérale. Il freine le recurvatum, c'est comme le premier, et il freine aussi la rotation interne. Il freine la rotation interne. Maintenant, le mécanisme. Pour avoir une rupture de ligament latéral interne, il faut un traumatisme en valgus. Et le genou, 30 degrés de flexion. 30 degrés de flexion. J'explique. Il faut imaginer le genou comme ça. Le ligament interne. Pour avoir une rupture du ligament interne, il nous faut un traumatisme en valgus. En valgus et certains degrés de flexion. Pourquoi certains degrés de flexion? Parce que le genou en extension, il est plus stable. D'accord? Alors, pour avoir une rupture de ligament latéral externe, il faut un traumatisme en varus, c'est le contraire, et une flexion de 30 degrés également. Maintenant, on va voir la lésion du LCA, de LCP. La lésion de LCA, ligament croisé antérieur, c'est une lésion un petit peu complexe.
D'accord? Tout d'abord, on a deux traumatismes au niveau de LCA. Il y a des traumatismes appuyés. Appuyé, ça veut dire il y a une composante musculaire. Il y a une composante musculaire. Il y a un mouvement. D'accord? Ce qu'on appelle la contraction violente du quadriceps avec une rotation interne de la jambe. J'explique. Alors le rôle de LCA, c'est quoi? Le rôle de LCA, c'est d'empêcher le tibia de partir en antérieur. Et vous avez le quadriceps. Le quadriceps, c'est un gros muscle. Son rôle, c'est de faire l'extension du tibia, l'extension de la jambe. D'accord. Donc, une contraction violente du quadriceps, ça va tirer la jambe vers l'antérieur parce que l'insertion de quadriceps est s'insérée sur la rotule, il s'insère aussi sur la tubérosité tibiale antérieure. Tubérosité tibiale antérieure, le muscle il se contracte, alors il ramène avec lui le tibia en antérieur. C'est une contraction violente, toute la pression tombe sur le ligament croisé antérieur. Après, il y aura la rupture de LCA. Alors, si vous avez une contraction du quadriceps avec rotation interne de la jambe, c'est la jambe est en rotation interne, ça augmente, ça facilite la rupture de LCA. On a un deuxième mécanisme, c'est un mécanisme non appuyé, c'est un mécanisme de l'hyperextension de genou. Tout simplement, hyperextension forcée de genou, le LCA supporte, si le traumatisme est très violent, alors il y aura la rupture de LCA. Vous avez le mécanisme habituel, c'est le mécanisme en valgus, flexion et rotation externe. D'accord? Alors pour avoir une rupture de LCA, il faut un valgus, flexion et rotation externe. Lors de ce mécanisme, on aura une rupture de papille, une rupture de ligament latéral interne, de ligament croisé antérieur. Si le traumatisme est violent, on peut avoir aussi une lésion du ligament croisé postérieur. Si le traumatisme est encore plus violent, on peut avoir une pentade interne. Pentade interne, c'est quoi? Il y a 5 éléments qui sont lésés. C'est le papille, ligament latéral interne, le LCA, le LCP et la coque condylienne. Si le traumatisme est encore plus violent, on peut avoir une luxation latérale de genou. On a aussi un deuxième mécanisme, c'est le varus, flexion, rotation interne. Donc, le premier, c'est un valgus, flexion, rotation externe. Le deuxième mécanisme, c'est le varus, flexion et rotation interne. Je sais, c'est un petit peu compliqué, mais on doit apprendre. Alors, lors de ce varus, flexion, rotation interne, lors de ce mécanisme, il y a la lésion de LCA, la lésion de ligament latéral externe, la lésion de papeux, la lésion de ligament latéral externe, la lésion de papeux. On peut avoir une pentade externe, qui est la lésion de LCA, ligament latéral externe, papeux et la coque condylienne. Si le traumatisme est très violent, on peut avoir une luxation interne de genou. Maintenant, concernant la lésion de ligament croisé postérieur. La lésion de ligament croisé postérieur, c'est au cours de syndrome de tableau de bord. Au cours de syndrome de tableau de bord, c'est le déplacement violent et le déplacement traumatique du tibia en postérieur.
alors le ligament, il supporte, à un moment donné, il se rompt. Donc c'est une lésion isolée du LCP. Il y a aussi un deuxième mécanisme, c'est l'hyperextension passive où il y a une rupture du LCP. Alors on peut avoir une lésion du LCP, une lésion de la coque condylienne postérieure. Si le traumatisme est violent, on peut avoir une luxation postérieure. D'accord? Alors maintenant, la luxation de genou. Qui dit le mot luxation de genou, c'est-à-dire un traumatisme très violent. Un traumatisme très violent. Alors maintenant, la luxation, on a des luxations latérales, des luxations antérieures et postérieures. La luxation postérieure, c'est la plus fréquente. Et s'il y a une luxation de genou, c'est-à-dire il y a des complications à rechercher, des complications immédiates. Pourquoi? Parce qu'il y a le passage de l'artère poplitée en postérieur, il y a le passage du nerf fibulaire commun. J'explique. Si vous avez une luxation postérieure, ça c'est très très grave. C'est pas très grave sur le plan ligamentaire, non, ou bien la stabilité, non. Il y a un problème d'urgence thérapeutique. Pourquoi? Parce que le déplacement du tibia en postérieur, ça va endommager l'artère poplitée et ça va endommager aussi le nerf fibulaire commun ou bien le nerf sciatique poplité externe. Donc s'il y a une compression artérielle, c'est très grave et le pronostic fonctionnel du membre est engagé. Maintenant, on va voir l'examen clinique. L'examen clinique, on commence par l'interrogatoire. On recherche les circonstances de l'accident. Généralement, c'est un accident sportif. La position de genou lors du traumatisme. Est-ce que le patient a entendu un craquement, oui ou non? Si le patient entend un craquement, ça c'est un critère de gravité. Est-ce qu'il y a une notion de déboîtement? Déboîtement, c'est aussi grave parce que il y a une luxation. L'impotence fonctionnelle totale et l'activité sportive, on doit rechercher l'activité sportive. Est-ce que c'est un sportif de loisir? Est-ce que c'est un sportif professionnel? L'examen physique. L'examen physique doit être bilatéral, doit être comparatif, c'est très important. Tout d'abord, l'examen, il y a une notion très 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 importante. Il faut jamais examiner le genou en post-traumatique immédiat. Il faut laisser quelques jours, environ 21 jours, jusqu'à la disparition des phénomènes inflammatoires, puis on examine le genou. Parce que il y a la palpation, il y a beaucoup de manœuvres qui sont très douloureux, alors on ne peut pas examiner le genou dans la phase chaude. D'abord, l'examen physique doit être bilatéral, comparatif. On commence par l'inspection. L'inspection, on voit l'épanchement. L'épanchement, s'il y a une lésion ligamentaire, il y a un saignement en intra-articulaire. Ce saignement, c'est l'épanchement. L'épanchement, s'il est de grande abondance, ça signifie que les lésions sont très importantes et sont très graves. On va aussi examiner la tubérosité tibiale antérieure. Si on a un avalement de la tubérosité tibiale antérieure, ça signifie qu'il y a une rupture du LCP. Rupture du LCP. C'est-à-dire avalement, la tubérosité tibiale, c'est une saillie osseuse. Si on a l'absence de cette saillie osseuse au niveau du genou, ça évoque beaucoup plus la rupture de LCP. On recherche aussi les ecchymoses, les ecchymoses au niveau de la face latérale, la face postérieure du genou, qui évoquent éventuellement une rupture des ligaments périphériques. La palpation c'est très important. On palpe le trajet ligamentaire périphérique,
le ligament latéral, externe et interne. On palpe la rotule, on palpe le plateau tibial. C'est pour éliminer d'autres diagnostics différentiels. On va voir est-ce qu'il y a une limitation des mouvements articulaires. S'il y a une hémarthrose, un épanchement sanglant au niveau du genou, ça signifie la limitation, ça explique la limitation de mouvements articulaires. Soit une lésion méniscale. La lésion méniscale aussi donne une limitation des mouvements articulaires. Un corps étranger, c'est-à-dire une fracture d'épine parce que les ligaments s'attachent au niveau des épines. Donc, au moment de traumatisme, on peut avoir un arrachement de ces épines. Et s'il y a un arrachement, donc les épines vont devenir comme un corps étranger intra-articulaire. On a aussi les lésions osteochondrales. Alors, les signes de gravité, on recherche aussi les signes de gravité. C'est l'épanchement de grande abondance, ça c'est un signe de gravité, on appelle l'hémarthrose. Comment on recherche l'hémarthrose? On recherche l'hémarthrose par le choc rotulien. On peut faire aussi une ponction de genou. C'est l'épanchement est de grande abondance et c'est l'épanchement, il est hyperalgique. À ce moment-là, on a le droit de faire une ponction pour soulager le patient. Les signes de gravité aussi, on a les mouvements anormaux. S'il y a une délaxité, un dérobement, des mouvements anormaux au niveau de genou, ça signifie que c'est grave. Maintenant, on est toujours dans l'examen clinique. Comment on peut faire le diagnostic d'une laxité frontale? Laxité frontale, c'est-à-dire comment explorer la lésion de ligaments latéraux. Maintenant, le ligament latéral interne, le ligament latéral externe. D'accord? On appelle ça la laxité frontale. On fait un valgus et un varus. Tout simplement, un valgus et un varus. Lorsqu'on fait un valgus, s'il y a un mouvement anormal de laxité, ça signifie qu'il y a une lésion de ligament latéral interne. Ou bien le ligament latéral interne associé à d'autres structures qui sont le papé et le LCP. Le papé et le LCP. On est toujours dans la laxité frontale lorsqu'on explore l'intégrité de ligament latéral externe, on fait un mouvement de varus. D'accord, un varus. S'il y a un mouvement anormal, s'il y a une laxité, s'il y a un mouvement anormal, une laxité au niveau, lorsqu'on fait le varus, on comprend qu'il y a une lésion de ligament latéral externe. Ou bien le ligament latéral externe associé à d'autres lésions qui sont le papeux et le LCP. On recherche aussi le recurvatum. S'il y a un recurvatum au niveau de genou, ça signifie qu'il y a une rupture des coques condyliennes. Pourquoi? Parce que les coques condyliennes, leur rôle, c'est d'empêcher le recurvatum. S'il y a un recurvatum, on a deuxième possibilité, c'est que les deux ligaments, croisés antérieur et croisés postérieur, sont rompus. On peut avoir un recurvatum. On est toujours dans l'examen clinique. On recherche un signe très important, c'est le tiroir antérieur. Donc le tiroir antérieur à 20 degrés de flexion, on appelle ça le signe de Lachman. C'est un signe très important, c'est un signe qui est objectif la rupture du LCA. On a aussi le tiroir antérieur à 60 degrés de flexion, évoque également la rupture du LCA. On a
une translation du tibia en antérieur, on doit faire toujours l'examen bilatéral des deux genoux et comparatif afin d'éliminer une hyperlaxité ligamentaire physiologique chez certains patients. On a aussi le tiroir postérieur. Le tiroir postérieur à 60 degrés de flexion. 60 degrés de flexion, c'est pour objectiver une rupture de LCP. On aura une subluxation postérieure, c'est-à-dire une translation postérieure du tibia. Autre signe pathognomonique, ce qu'on appelle le ressaut rotatoire, c'est très évocateur de ligaments croisés antérieurs. On fait une rotation interne du pied, un valgus, une flexion avec une pression axiale. C'est vrai, c'est un petit peu compliqué d'imaginer, mais il faut voir des vidéos sur ça. D'accord. Alors, pour rechercher le ressort rotatoire, on fait une rotation interne, un valgus, une légère flexion et pression axiale. On aura une subluxation antérieure du tibia, plus précisément du plateau tibial externe sur le condyle fémoral externe. D'accord? On aura en quelque sorte comme une petite subluxation. Cette petite subluxation, on appelle ça le ressaut. Et s'il y a un ressaut, ça veut dire que c'est un signe pathognomonique de la rupture de LCA. Maintenant, on va voir quels sont les examens complémentaires en cas d'entorse de genou. Tout d'abord, on commence par la radiologie standard. Radiologie standard est souvent normale. Il n'y a pas de signes, il n'y a pas de fracture, mais quand même, on doit demander une radiologie standard à la recherche de luxation, à la recherche de perte de contact, à la recherche de solutions de continuité. Ça, c'est très important. Donc la radiologie standard est souvent normale, mais dans certaines situations, je peux avoir des signes indirects. Des signes indirects qui évoquent la lésion ligamentaire. Par exemple, je peux avoir une translation tibiale antérieure. Je peux avoir un arrachement de l'épine tibiale antérieure. S'il y a un arrachement de l'épine tibiale antérieure, ça évoque la lésion du ligament croisé antérieur. Si on a un arrachement rétrospinal, on peut dire que ça c'est une luxation, ça évoque une lésion de ligament croisé postérieur. Parce qu'elle lèche le ligament croisé postérieur, l'insertion TAO en rétrospinal. Je peux avoir un arrachement de la tête de fibula. Tête de fibula, c'est l'insertion de ligament latéral externe. D'accord? Je peux avoir un arrachement de condyle médial interne. De condyle médial. Le condyle médial, s'il y a un arrachement au niveau du condyle médial, ça évoque la rupture de ligament latéral interne. Il y a une petite notion, c'est la fracture de second. C'est quoi la fracture du second? C'est un arrachement des insertions osseuses tibiales antérolatérales. Ça évoque le LCA. Ça évoque la rupture de LCA. D'accord, je répète, la fracture du second, c'est un arrachement des insertions osseuses tibiales. C'est-à-dire, le ligament croisé antérieur s'insère sur des éléments osseuses tibiales antérolatérales, et s'il y a le traumatisme est violent, il y aura un arrachement de ces parties osseuses. On appelle ça la fracture de second. Maintenant, l'IRM. Effectivement, qui dit une lésion ligamentaire dit directement l'IRM. Et si l'IRM, c'est l'examen de choix. D'accord? Tout d'abord, l'IRM, pas en urgence. On ne demande pas l'IRM dans le cadre de l'urgence. On le demande
après 30 jours, après 21 à 30 jours. Pourquoi? Pour qu'il y ait l'absorption des phénomènes inflammatoires. On a dit, si vous avez une luxation ou bien une entorse de genou, il y a une hémarthrose très importante. Et cette hémarthrose très importante gêne l'exploration radiologique. C'est pour cette raison on ne demande pas l'IRM dans le cadre de l'urgence, on demande après la phase chaude, à peu près un mois après le traumatisme. L'IRM, son rôle, c'est important, c'est pour diagnostiquer les lésions ligamentaires et les lésions méniscales. Aussi pour voir les lésions associées, telles que les lésions osteochondrales, les lésions cartilagineuses, les contusions osseuses, tout ça on peut voir sur l'IRM. Maintenant l'artériographie. L'artériographie, il a une indication seulement dans la luxation de genou. Seulement dans la luxation de genou. Et systématique. Parce que s'il y a une luxation de genou, il y a une compression de l'artère poplitée. Et ça, c'est très grave. On doit explorer le plan artériel. Maintenant, on va voir les complications de l'entorse de genou ou bien de la luxation de genou. Il y a des complications qui sont aiguës. On a la lésion vasculaire, la lésion osseuse, cutanée, méniscale. Il y a aussi des lésions secondaires. Secondaires, c'est-à-dire l'amyotrophie du quadriceps, par exemple. La raideur de genou, le syndrome algodystrophique, l'ossification ligamentaire. On a aussi des complications tardives telles que la laxité ligamentaire chronique, le syndrome méniscal et l'arthrose fémoro-tibiale. C'est tardif à long terme. On va voir le traitement. Alors, concernant s'il y a une rupture du ligament latéral externe ou bien le ligament latéral interne, le traitement sera l'immobilisation parce qu'il y a une cicatrisation spontanée. À l'immobilisation, il y a une cicatrisation spontanée. C'est le traitement orthopédique. Par contre, si vous avez une lésion de ligament croisé antérieur ou bien ligament croisé postérieur, c'est le traitement chirurgical. C'est le traitement chirurgical. D'abord, concernant l'immobilisation par une attelle de Zimmer ou bien une attelle cruro-susmalléolaire pendant 21 à 45 jours. On commence la rééducation pour le renforcement musculaire et la rééducation aussi pour avoir une mobilité de genou convenable pour éviter la raideur de genou. On donne aussi les anti-inflammatoires, on donne les antalgiques. La phase aiguë, on peut faire une ponction évacuatrice d'un épanchement qui est très douloureux. Maintenant, le traitement orthopédique, c'est pour les lésions ligamentaires internes et externes. L'appui est autorisé en cas d'entorse bénigne. Toujours la rééducation précoce pour éviter la raideur de genou. On a dit que le traitement chirurgical pour le LCA et le LCP. Le traitement chirurgical 3 à 6 mois après le traumatisme. On n'opère jamais une lésion ligamentaire dans le cadre de l'urgence, sauf dans un seul cas où il y a l'avulsion osseuse. Il y a l'avulsion osseuse, ça veut dire il y a un arrachement osseux. S'il y a un arrachement osseux, on doit opérer le patient dans le cadre de l'urgence. S'il n'y a pas d'avulsion osseuse, on attend 3
à 6 mois. Alors le principe de la chirurgie, c'est de remplacer le ligament lésé par une plastie tendineuse. On coupe un tendon et on remplace le ligament lésé par ce tendon. On a plusieurs techniques, plusieurs protocoles. La technique la plus utilisée, c'est Kenneth Jones. C'est un transfert d'un transplant à partir de tendons rotuliens. On ramène le tendon rotulien, on coupe une partie avec des mesures et tout, et on remplace le ligament lésé par ce tendon. D'accord? Alors, on a autre technique aussi, ce qu'on appelle le DEDT. On utilise comme transplant, c'est le tendon de droit interne et le demi-tendineux. C'est D, c'est le droit interne, DT, c'est le demi-tendineux. On fait des tunnels osseux, on introduit notre tendon et on le fixe. Et ça, c'est le remplacement du tendon, ce qu'on appelle la ligamentoplastie. La technique chirurgicale s'appelle la ligamentoplastie. Et je vous remercie.